C'est alors que, contre toute attente, le millionnaire fit son apparition à l'école de sa fille, songeant à la surprendre pour déjeuner avec elle. Néanmoins, le spectacle qui s'offrit à ses yeux lorsqu'il entra dans la cantine scolaire le hanterait pendant des mois. Respirez profondément et installez-vous pour entendre ce récit véridique, j'espère qu'il sera l'amorce idéale pour une nuit de sommeil serein. Allons-y. Nicolas Duval résidait dans une imposante propriété en périphérie de Paris, un endroit d'une propreté si méticuleuse qu'il en paraissait froid et impersonnel. Il quittait sa demeure chaque matin bien avant le lever du soleil et n'y retournait qu'une fois que les halos jaunâtres des réverbères dessinaient des silhouettes étirées sur le gravier de son allée. Son dîner consistait fréquemment en un plat réchauffé par Madame Monique, la gouvernante qui servait la famille depuis plus d'une décennie. Sur la grande table de la salle à manger, la place réservée à Chloé, sa fille de 8 ans, était toujours parée de couverts étincelants, bien qu'ils restassent le plus souvent immaculés. Chloé était une enfant discrète. Elle pouvait passer des heures près de la fenêtre, à crayonner le jardin avec la mine d'un crayon usé. Madame Monique chérissait la petite comme sa propre petite fille, lui offrant souvent un lait chaud et l'incitant à aller jouer dehors. Mais Chloé se contentait de refuser d'un signe de tête, affirmant vouloir attendre le retour de son père. Nicolas, tout en aimant profondément sa fille, était convaincu que tant qu'elle irait dans les meilleures écoles et ne manquerait de rien, tout irait pour le mieux. Il qualifiait cette attitude d'« amour par le devoir ». C'est au cours de l'une des rares réunions parents-enseignants auxquelles il put se rendre que Nicolas fit la connaissance de Léa Fournier, l'institutrice de Chloé. Une femme dans la trentaine, au regard doux, qui choisissait ses mots avec une précision infinie. Ce jour-là, Léa souligna que Chloé était très vive d'esprit, seulement un peu réservée, et qu'elle bénéficierait de davantage d'attention de son père. Cette remarque déstabilisa Nicolas. Il prit conscience de son ignorance quasi totale de la vie scolaire de sa fille, ses plats préférés, ses camarades de jeu. Quelques jours plus tard, Léa lui adressa une note pour le remercier de sa présence et pour réitérer son admiration pour les dons artistiques de Chloé. Les emails qui suivirent étaient de courts comptes rendus, parfois agrémentés de clichés de Chloé en activité de groupe ou au club de dessin. Le style d'écriture de Léa lui apporta un certain soulagement, comme si une alliée veillait sur son enfant. Dès lors, Nicolas commença à porter une attention plus marquée à cette femme. La première fois que Léa vint à la maison, c'était parce que Chloé était souffrante. Elle avait apporté des tartines et un pot de miel, remarquant que la petite avait souvent peu d'appétit à l'école. Nicolas lui en fut très reconnaissant, tandis que Madame Monique, postée à l'entrée de la cuisine, gardait un silence lourd de sous-entendus. Par la suite, les visites de Léa se firent plus fréquentes, pour l'anniversaire de Chloé, pour une exposition d'art scolaire. Elle maîtrisait l'art de la conversation, manifestant une sollicitude mesurée qui, tout en le rassurant, maintenait une distance professionnelle. Un après-midi, alors que Chloé s'appliquait à colorier un dessin, Léa s'installa près d'elle et évoqua avec douceur le besoin pour l'enfant d'une présence maternelle. Nicolas écouta, pensif. Il ne pouvait qu'acquiescer. Cette maison, si parfaite en apparence, manquait cruellement de chaleur humaine. Bientôt, leurs entrevues devinrent une habitude. Tantôt dans un bistrot, tantôt à l'école, parfois juste quelques instants devant le grand portail. Chaque départ de Léa laissait Nicolas avec un sentiment de réconfort, la conviction qu'un nouveau départ était possible. Madame Monique, elle, voyait ce changement d'un œil critique. Sans formuler ses craintes, elle observait Léa avec une méfiance croissante. Un jour, elle vit Léa prendre la main de Chloé sur le perron, un sourire qui ne parvenait pas à illuminer son regard. Madame Monique en fit part à Nicolas, qui balaya ses craintes d'un revers de main, les jugeant excessives. Léa est une excellente personne, elle tient sincèrement à Chloé, affirma-t-il. La gouvernante n'insista pas et se contenta de servir le thé en silence. Quelques mois s'écoulèrent, et les journaux affichèrent en gros titres « Le magnate Duval retrouve le bonheur ». Le mariage fut célébré en petit comité, avec seulement la famille et les plus proches collaborateurs. Léa, dans une robe d'un blanc immaculé, s'avança au bras de Chloé, qui portait une tenue assortie mais dont le visage était blême. Aux questions des journalistes, Nicolas répondit sobrement « Je suis un homme chanceux d'avoir trouvé une femme qui me comprend et qui prend soin de ma fille ». Le soir venu, les invités partis, les lumières du salon restèrent allumées. Madame Monique débarrassait la table, le cliquetis de la porcelaine brisant le silence. À l'étage, Chloé, près de la balustrade, tenait son dessin inachevé, un portrait de sa mère souriante. Après une hésitation, elle plia la feuille,
la rangea dans un tiroir et la remplaça par la photo de mariage de son père. Son expression était empreinte de mélancolie, mais personne n'y prêta attention. En bas, Nicolas versait un verre de vin à Léa, la complimentant sur ses talents de maîtresse de maison. Léa se contenta de sourire, le regard fixé sur le grand portrait de la première épouse de Nicolas tenant Chloé bébé. L'espace d'un instant, son sourire se figea avant de disparaître. Une fois Nicolas monté, Léa se retrouva seule dans la cuisine déserte. Elle ouvrit un buffet, en sortit le vieux cadre photo, en nettoya la vitre et le dissimula au fond d'un meuble. Sa main s'immobilisa un instant, son regard bien plus glacial que son attitude habituelle ne le laissait paraître. Derrière elle, le tic-tac de l'horloge du salon égrenait les secondes comme un compte à rebours funeste. La maison abritait désormais 3 personnes, mais l'atmosphère n'avait jamais été aussi pesante. Chloé, dans sa chambre, les yeux ouverts, fixait le plafond. En bas, Léa, après avoir verrouillé le meuble, se rendit sur le balcon. L'éclairage public découpait son visage en zones d'ombre et de lumière. Dans ce silence oppressant, la maison elle-même semblait se transformer, imperceptiblement mais sûrement. Nicolas, dans son lit, se sentait épuisé mais apaisé, persuadé d'avoir pris la bonne décision. Il songeait à l'avenir, imaginant Chloé bien entourée et une table familiale animée par les rires. Mais en bas, dans le recoin de la cuisine où la photo avait été cachée, une ampoule vacilla avant de s'éteindre. Et tandis que Chloé s'agitait sous ses draps, une larme perla au coin de son œil et tomba sur un mot griffonné sur son bureau, « Tu me manques, maman ». Durant les premiers jours qui suivirent le mariage, une énergie nouvelle sembla envahir la demeure. Léa redécora le séjour, remplaça les rideaux, choisit des parures de lit aux teintes plus gaies. Nicolas éprouvait une grande sérénité en rentrant du travail, découvrant une table impeccablement mise et le sourire affable de sa nouvelle femme. Il était certain que les choses prenaient une tournure favorable. Chloé avait quelqu'un pour veiller sur elle, et il retrouvait la sensation d'un foyer uni. Léa se levait désormais avant Madame Monique, laissant souvent un mot sur la table, « Je m'occupe d'aller chercher Chloé aujourd'hui, ne vous préoccupez de rien ». Le soir, elle concoctait de vrais repas, s'enquérant de la journée de son mari. Tout paraissait si harmonieux que Nicolas fut convaincu que son épouse était destinée à panser les blessures du passé. Mais sous cette façade lisse, une réalité bien différente prenait forme. Chloé allait à l'école chaque jour, son uniforme impeccable, et elle souriait quand son père la saluait. Pourtant, ce sourire ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Madame Monique fut la première à le remarquer. Dès que Léa s'approchait, Chloé se contractait, fermait son manteau à la hâte et serrait les bretelles de son cartable, comme pour se préparer à une épreuve redoutée. À l'école, Léa jouissait d'une excellente réputation. Elle savait comment s'adresser aux parents et avait su gagner les faveurs du directeur. Elle répétait à Nicolas que Chloé avait besoin d'être cadrée, non par la gronderie, mais par une discipline de fer. Il la croyait sur parole. Pour lui, la discipline était le socle de toute réussite. Madame Monique constata que Chloé mangeait de moins en moins. Elle picorait son assiette du bout de la cuillère avant de l'abandonner. Quand on la questionnait, l'enfant secouait la tête, prétextant la fatigue. Certains matins, la gouvernante la surprenait dans la cuisine, très tôt, se tenant le ventre en soupirant. Un soir, Chloé confia à voix basse, « Si je ne finis pas mon assiette à la cantine, la maîtresse se fâche. » Madame Monique en eut froid dans le dos, mais quand elle en parla à Nicolas, Léa se contenta de sourire, expliquant que c'était une méthode pour l'aider à vaincre son indolence. Il en rit, rasséréné de voir que sa femme savait y faire avec les enfants. Les indices s'accumulèrent. Chloé veillait tard pour étudier, les yeux cernés, ses petites mains tremblantes sur son crayon. Elle inspectait son cartable à plusieurs reprises avant de partir, comme si elle craignait un oubli fatal. Un jour, Madame Monique découvrit sur le bureau de Chloé des bouts de papier avec des messages tels que « Ne dis rien à personne, sois obéissante, ne chagrine pas papa ». L'écriture n'était pas celle de Chloé. Un matin, Nicolas dut partir en urgence pour un déplacement professionnel. Il déposa un baiser rapide sur le front de Chloé et demanda à Léa de la récupérer tardivement en raison d'une réunion. Après son départ, Chloé resta assise près de la fenêtre, observant la berline de luxe s'éloigner. Léa tira les rideaux, sa voix douce mais impérieuse, « Monte dans ta chambre et va te changer, immédiatement. » Personne d'autre n'entendit ces paroles. Dans les jours qui suivirent, Madame Monique nota que Léa allait toujours chercher Chloé en avance, parfois avant même la fin des cours. Quand elle lui en demanda la raison,
Léa évoqua des séances de soutien personnalisées pour les élèves en difficulté émotionnelle. Madame Monique, bien que mal à l'aise, n'avait pas de motif valable pour s'immiscer dans les affaires de l'école. Puis, les nuits de Chloé devinrent agitées. Elle se réveillait en pleine nuit, les yeux écarquillés par la terreur, les cheveux trempés de sueur. Madame Monique la prenait dans ses bras, écoutant sa respiration saccadée. Chloé ne parvenait à articuler que quelques mots, maîtresse. Correctif. Avant de retomber dans le mutisme. Madame Monique songea à appeler Nicolas, mais il était à l'étranger, son agenda surchargé. Sa secrétaire lui précisa qu'il était injoignable. Léa en était parfaitement consciente. Elle étendit son emprise sur tous les aspects de la vie de Chloé, repas, devoirs, et même ses interactions en classe. Elle isola l'enfant de ses amis, prétextant un besoin de concentration. À la maison, elle lui imposa de tenir un carnet de correction qu'elle devait lire à voix haute avant le souper. Chloé s'exécutait, les mains toujours tremblantes. Les autres enseignants remarquèrent l'attention particulière que Léa portait à Chloé, mais la confiance que lui accordait le directeur les dissuadait de poser des questions. Quelques enfants rapportèrent que Chloé était souvent consignée à la cantine, mais leurs dires furent ignorés. Un matin, Madame Monique trouva Chloé blottie sous la table de la cuisine, le visage exsangue. « Léa, chuchota-t-elle. Je ne veux pas aller à l'école. » Madame Monique s'apprêtait à la questionner quand un coup de klaxon retentit. Léa était là. La porte s'ouvrit sur le claquement régulier de ses talons. Son parfum envahit la pièce. Chloé agrippa son cartable, le regard fixé sur la porte. Madame Monique posa une main sur son épaule, mais l'enfant resta de marbre. Léa entra, un léger sourire aux lèvres. « Êtes-vous prête ?» Elle jeta un regard à Chloé, puis à la gouvernante. « Je m'occupe de la petite, ne vous en faites pas, dit-elle. » Chloé acquiesça, mais la panique se lisait dans ses yeux tandis que Léa lui prenait la main. Madame Monique sentit un frisson la parcourir, malgré le sourire toujours aussi affable de Léa. Le matin, les rayons du soleil perçaient les rideaux, éclairant le parquet ciré. Nicolas, devant son miroir, nouait sa cravate. Il se retourna et vit Chloé, assise sur une chaise, lasser ses chaussures. Il s'approcha pour l'embrasser sur le front, mais elle se déroba, prétextant refaire un lacet. Il marqua une pause, puis esquissa un sourire, attribuant son attitude à la fatigue matinale. Quand il en parla à Léa, elle répondit posément, elle est dans une phase de repli. Je vais l'aider à passer ce cap. Laissons faire le temps. L'explication lui parut plausible, et il n'insista pas. Léa avait le don de rendre ses propos crédibles, et Nicolas, absorbé par son travail, n'avait pas le loisir de douter. Madame Monique, elle, voyait les choses autrement. Elle constatait que Chloé devenait plus mutique, mangeait de moins en moins, le regard perdu dans le vague. Elle en fit part à Nicolas, qui se contenta d'un signe de tête distrait avant que son téléphone ne sonne et ne l'oblige à quitter la table. J'en discuterai avec Léa, lança-t-il par-dessus son épaule. À son bureau, Nicolas reçut un email de Léa, adressé au directeur et à lui-même. Elle y faisait le point sur les progrès de la classe et louait ceux de Chloé, joignant une photo de l'enfant participant à une activité. Il ouvrit le fichier et vit sa fille, assise dans un coin, la tête basse, l'air harassé. Mais il ne perçut pas ce détail. Il ne ressentit que de la fierté. Le soir même, il appela sa femme pour la remercier, lui disant sa chance de la voir. À l'autre bout du fil, Léa souriait, tandis que dans sa chambre, Chloé rédigeait une lettre d'excuse pour avoir mangé trop lentement et fait tomber du riz. Le lendemain, Chloé refusa de déjeuner. Se tenant le ventre, elle murmura à Madame Monique qu'elle avait mal. La gouvernante, inquiète, suggéra qu'elle reste à la maison, mais Léa, qui descendait à l'instant, s'y opposa fermement. Les enfants cherchent souvent des prétextes pour ne pas aller à l'école. Je ne veux pas que Chloé prenne cette mauvaise habitude. Madame Monique voulut protester, mais le regard de Léa la cloua sur place. Chloé dut monter en voiture, le visage livide. Tandis que le véhicule s'éloignait, Madame Monique resta sur le perron, le cœur serré d'appréhension. Elle saisit le téléphone pour appeler Nicolas, puis le reposa. Elle savait qu'il était en réunion et que sa réponse serait invariablement la même, j'en parlerai à Léa. À l'école, l'influence de Léa était incontestée. Sous couvert de s'occuper des élèves à besoins spécifiques,
elle isolait Chloé pendant la pause déjeuner. Elle expliqua au personnel de la cantine que l'enfant nécessitait un suivi diététique, et personne n'osa la contredire, tant la confiance du directeur en elle était grande. Ces mots avaient force de loi. Ce jour-là, une nouvelle employée vit Léa récupérer des restes dans une marmite pour les verser dans l'assiette de Chloé. Devant l'enfant pétrifié, Léa déclara « Mange. Il faut apprendre à ne pas gaspiller. » L'employé songea à rapporter l'incident, mais une collègue l'en dissuada « Ne vous mêlez pas de ça. Mademoiselle Fournier est bien vue de la direction. Mieux vaut ne pas avoir de problème. » L'après-midi, Chloé rentra plus tôt que d'habitude. Elle fila dans sa chambre sans un mot. Madame Monique lui apporta un bol de soupe et la trouva allongée, le visage tourné contre le mur. « Mange un peu, ma chérie, dit-elle. Chloé refusa d'un signe de tête. La gouvernante posa la main sur son front et sentit une sueur froide. Elle s'assit près du lit, désemparée. Le soir, au retour de Nicolas, Madame Monique l'intercepta dans l'entrée pour lui faire part du mal de ventre persistant de Chloé et de sa peur d'aller à l'école. Il fronça les sourcils, mais avant qu'il ait pu répondre, Léa sortit du salon, une tasse de thé à la main. Elle allait très bien à l'école, dit-elle. Elle simule peut-être pour avoir un jour de congé. C'est fréquent chez les enfants. Nicolas consulta sa montre. Il avait une conférence téléphonique avec un partenaire européen. Je lui parlerai plus tard, dit-il en se dirigeant vers son bureau. Madame Monique eut l'impression d'avoir prêché dans le désert. La nuit s'installa. Chloé fut réveillée par une douleur aiguë. Elle se leva, ses pieds nus sur le parquet froid. « Papa ?» La faible lumière du salon dessinait la silhouette de ses petites épaules tremblantes. Elle appela de nouveau, mais seul le sifflement du vent lui répondit. Elle retourna dans sa chambre et se cacha sous la couverture, étouffant ses sanglots. En bas, les lumières étaient toujours allumées. Nicolas, dans son bureau, était absorbé par ses chiffres. Dans la cuisine, Léa fermait la porte, le regard étrangement fixe. Et à l'étage, une enfant attendait en silence que quelqu'un vienne. Mais personne ne vint. Le temps passant, la transformation de Chloé devint flagrante. Ses vêtements, autrefois ajustés, flottaient sur elle. Ses joues s'étaient creusées, son teint était devenu cireux. Madame Monique fut la première à s'en alarmer. Elle ne voyait plus Chloé sourire au petit déjeuner, n'entendait plus ses pas pressés dans l'escalier au retour de son père. Chaque soir, elle voyait l'enfant assise, le regard vide, sa cuillère immobile dans sa main. Quand on la questionnait, elle répondait d'une petite voix « Je n'ai pas faim » et ne bougeait pas jusqu'à ce que Léa lui ordonne de monter étudier. Elle se levait alors, tête basse, et se hâtait de quitter la pièce. Nicolas aussi avait remarqué le changement, mais ne savait comment l'aborder. Quand il en parla à Léa, elle lui expliqua « Chloé est en pleine phase de transition. À cet âge, les enfants sont très sensibles. C'est normal, Nicolas. » Son ton, posé et rationnel, l'apaisa. Léa trouvait toujours les mots justes, et Nicolas, débordé, ne chercha pas plus loin. Un matin, alors qu'il partait, il surprit Léa en train de vider une partie du contenu de la boîte à lunch de Chloé. Elle se retourna et sourit, c'est pour faciliter sa digestion. Ne t'en fais pas, je sais ce que je fais. Nicolas lui rendit son sourire, sans comprendre que ce sourire masquait une réalité qu'il refusait de voir. À l'école, les rumeurs allaient bon train. Une cantinière raconta avoir vu mademoiselle Fournier mettre de côté les restes de la veille pour Chloé, l'obligeant parfois à les manger froids sous prétexte de lui apprendre à ne pas gaspiller. Les autres enseignants en entendirent parler, mais personne n'intervint, Léa étant la protégée du directeur et l'épouse d'un généreux donateur. Chloé s'isola de plus en plus en classe. Elle ne parlait presque plus, ne dessinait plus. Le portrait inachevé de sa mère gisait désormais au fond d'un tiroir. Un jour, Zoé, sa voisine, lui tendit un biscuit en lui demandant pourquoi elle ne déjeunait pas. Avant que Chloé ait pu répondre, Léa surgit derrière elle. Posant une main sur l'épaule de Chloé, elle déclara d'une voix neutre « L'enfant a besoin de discipline. Ce n'est pas lui rendre service que de céder à ses caprices, Zoé. » Un silence glacial s'abattit sur la classe. Plus personne n'osa l'interroger. La nuit, Chloé se réveillait souvent, prise de crampes d'estomac. Madame Monique, alertée par les bruits, la retrouvait parfois sur le balcon, tremblante de douleur. Sans un mot,
elle lui apportait un verre d'eau tiède. « Ça va » disait l'enfant, avant de replier ses genoux et de fixer le vide. Madame Monique s'asseyait près d'elle, le cœur brisé mais impuissante. Au retour de son long voyage d'affaires, Nicolas fut frappé par la fragilité de sa fille. Il voulut l'emmener chez le médecin, mais Léa l'en dissuada. Elle est juste surmenée par ses études. L'emmener chez le médecin ne ferait que l'inquiéter et lui faire croire qu'elle est malade. Il hésita, puis renonça. Ce soir-là, au dîner, Léa servit un velouté de potimarron. Chloé n'en prit que quelques cuillerées avant de reposer sa cuillère. Alors que Nicolas s'apprêtait à lui parler, elle se pencha et régurgita une partie de la soupe. Madame Monique se précipita, mais Léa fut plus prompte à nettoyer la table. « Ce n'est rien, elle a dû manger trop vite », dit-elle en emmenant Chloé à l'étage. Nicolas, décontenancé, se tourna vers Madame Monique. « Je ne comprends pas, elle a l'air à bout. » La gouvernante s'apprêtait à parler quand Léa revint. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle en posant une main sur son épaule. « Laisse-la se reposer. » Nicolas acquiesça. Plus tard, en passant devant la chambre de Chloé, il vit Léa ajuster sa couverture et ressentit une vague de gratitude. Il ne se doutait pas qu'à peine la porte refermée, le sourire de Léa s'effacerait. Après le dîner, Nicolas passa un appel professionnel depuis le balcon. La lumière de son téléphone accentuait ses traits tirés. L'image du regard étrange de Chloé lui revint, mais un appel entrant chassa cette pensée. En bas, Léa faisait la vaisselle. Quand elle entendit la porte du bureau se fermer, elle se dirigea vers la chambre de Chloé. La veilleuse projetait une lueur blafarde. Elle s'arrêta, écouta la respiration saccadée de l'enfant, puis entra. Son ombre s'étira jusqu'au lit. Elle se pencha sur le visage endormi de Chloé, puis l'aborda. Son regard tomba sur la photo de Chloé et de sa mère biologique sur la table de chevet. Elle la prit, la contempla longuement, puis la reposa, face cachée. Elle baissa l'intensité de la veilleuse et sortit, refermant doucement la porte. La maison était silencieuse. Nicolas était toujours au téléphone. Madame Monique, dans sa chambre, ne trouvait pas le sommeil. À l'étage, Chloé se réveilla. Elle attrapa la photo sous sa couverture et la redressa. Dans la pénombre, le visage de sa mère lui sourit. « Tu me manques, maman » murmura-t-elle. En pleine nuit, Madame Monique fut réveillée par un bruit venant de la chambre de Chloé. Elle se glissa dans le couloir et, par l'entrebâillement de la porte, vit Léa penchée sur le lit. Les deux silhouettes formaient une ombre inquiétante. Elle retint son souffle jusqu'à ce que Léa sorte, refermant la porte sans un bruit. Le lendemain matin, Chloé se leva tard. Son visage était livide, et son col de chemise portait une tache jaunâtre. Elle s'assit à table, silencieuse. Quand Nicolas descendit, il la trouva fatiguée. Avant qu'il ait pu l'interroger, Léa s'interposa, expliquant qu'elle l'avait consolée après un cauchemar. « Je ne voulais pas t'alerter » dit-elle avec son sourire habituel. Nicolas, perplexe, laissa tomber. Madame Monique, la gorge nouée, se réfugia dans la cuisine. Au bureau, Nicolas était incapable de se concentrer. Les paroles de Madame Monique lui revenaient sans cesse, elle ne devrait pas être dans sa chambre la nuit. L'image de Léa au chevet de sa fille, qui aurait dû le rassurer, lui inspirait désormais un malaise. Il consulta les photos de Chloé sur son téléphone et réalisa qu'il ne l'avait pas vue sourire depuis des mois. Il appela le médecin de famille pour un bilan complet. Au téléphone, il décrivit les symptômes d'une voix mal assurée, elle est faible, dort mal, mange peu. Il se promit d'en parler à Léa le soir même. Mais à son retour, dès qu'il mentionna le rendez-vous, elle se crispa avant de retrouver son calme. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, chérie. Elle est juste stressée. L'emmener chez le médecin ne ferait que l'angoisser. » Ces mots étaient doux mais fermes. Alors qu'il montait dans son bureau, Madame Monique lui tendit une enveloppe. « Vous devriez lire ça » murmura-t-elle. À l'intérieur, un papier froissé portait ces mots d'une écriture d'enfant, « J'ai souvent mal au ventre mais la maîtresse a dit de ne rien dire. » Nicolas fixa le message, le souffle court. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans le tiroir de son bureau » répondit-elle. Il resta longtemps assis, le papier à la main, le visage pâle et silencieux de Chloé défilant devant ses yeux. Il se souvint des visites de Léa, de ses paroles rassurantes, de son regard parfois si froid,
de l'horloge du salon qui semblait égrener un compte à rebours. Il se rappela les employés de la cantine qui évitaient son regard. En quittant l'école, il resta longtemps dans sa voiture, le moteur éteint. Les bribes de souvenirs s'assemblaient, formant une image insoutenable. Les mises en garde de Madame Monique, la tache sur le vêtement de sa fille, les dérobades de Léa, le mot de Chloé. Il appela son assistant d'une voix blanche. Annulez tous mes rendez-vous pour les 2 jours à venir. Il retourna vers l'école, le cœur battant à tout rompre. Il gara la voiture et baissa la vitre. Il vit Léa entrer dans la cantine avec un plateau sur lequel se trouvait une maigre portion de riz et un bouillon trouble. Elle s'approcha de la table où Chloé était assise, seule. La vague intuition qui l'habitait se transforma en une certitude glaciale. Il ne savait pas ce qu'il allait faire, mais il savait qu'il ne ferait plus jamais confiance aveuglément. À travers la vitre de la voiture, il vit le sourire de Léa, un sourire qu'il n'avait jamais vu et qui lui fit froid dans le dos. Il vit les yeux de sa fille, ternes, luttant pour avaler la nourriture. Une feuille tomba sur le capot. À cet instant, il sut que ses doutes étaient devenus une terrible vérité. Il sortit de la voiture et se dirigea d'un pas décidé vers le bureau du directeur. « Je voudrais déjeuner avec ma fille, pour lui faire une surprise, » dit-il d'une voix calme mais déterminée. Le directeur, ravi, le fit accompagner à la cantine. Le long couloir était décoré de dessins d'enfants, mais Nicolas ne voyait qu'un brouillard opaque. L'atmosphère était pesante, le silence à peine troublé par le bruit des couverts. Par la grande baille vitrée, il vit Chloé, seule à une table, si petite qu'elle semblait perdue. Devant elle, un plateau avec du riz froid et un bouillon clair. Léa, près du comptoir, prit une louche et versa les restes d'un autre plateau dans celui de Chloé. La fillette tressaillit mais ne dit rien. Léa lui adressa quelques mots, puis s'éloigna, la démarche raide. Chloé baissa la tête, les épaules secouées de sanglots contenus. Une employée de la cantine fit taire une enfant qui voulait se lever. Nicolas resta un instant pétrifié, puis il poussa la porte. Le bruit de ses pas sur le sol fit taire tout le monde. Léa sursauta, son sourire se figea. Il marcha jusqu'à la table de sa fille et balaya le plateau d'un geste rageur. Le bruit du métal sur le sol fit sursauter l'assemblée. Chloé leva des yeux rougis. En voyant son père, elle trembla. Il la prit dans ses bras, la serrant comme pour la protéger du monde entier. Des enseignants s'approchèrent, hésitants. Nicolas, le regard glacial, se tourna vers une employée tremblante. Ne touchez à rien. Léa tenta une justification. Tu te méprends. C'est un exercice de discipline. Personne ne l'a cru. Le directeur arriva, essoufflé. Que se passe-t-il? Demanda-t-il, mais personne ne répondit. Un élève, discrètement, filma la scène avec son téléphone. Nicolas sentit le cœur de sa fille battre faiblement contre sa poitrine. Il balaya la pièce du regard. Personne ne soutint son regard. Il se tourna vers Léa. Tu ne l'approcheras plus jamais. Elle voulut protester, mais il lui tourna le dos et sortit, Chloé dans ses bras. En quittant la cantine, un courant d'air agita la veste de Chloé. Nicolas la serra plus fort. À l'intérieur, le directeur, abasourdi, se tourna vers Léa. Expliquez-vous. Elle eut un rire nerveux. J'apprenais à l'enfant à ne pas gaspiller. De cette façon? S'indigna une cantinière. Nicolas installa Chloé dans la voiture. C'est fini. Tu es en sécurité. Elle ne répondit pas mais s'agrippa à sa manche, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Dans le rétroviseur, il vit Léa, à l'entrée, le visage décomposé. Son téléphone vibra. Quelqu'un venait de lui envoyer la vidéo de la scène. Il l'enregistra. La voiture démarra. La silhouette de Léa s'estompa. Il posa une main sur le dos de sa fille et sentit son cœur battre la chamade. Tous les souvenirs convergeaient maintenant vers une seule et même vérité. Il coupa le moteur et visionna la vidéo. Chaque image était une torture. Il savait que tout avait changé. Pas seulement sa relation avec sa femme, mais son identité même. Le panneau de l'école, où les élèves sont aimés, lui parut d'une ironie cruelle. Il redémarra. « Papa est là maintenant » murmura-t-il. La voiture s'éloigna en silence.
Il serrait le volant à s'en blanchir les jointures. Chloé, recroquevillée sur son siège, regardait le vide. Il lui effleura la main, ne sachant comment la réconforter. À l'hôpital local, le diagnostic tomba, implacable. Votre fille souffre de malnutrition sévère, d'ulcère d'estomac lié au stress et de troubles du sommeil. Quelque chose l'a-t-elle traumatisée? Chloé, interrogée, se contenta de secouer la tête et de détourner le regard. Ce simple geste fut un coup de poignard pour Nicolas. Il comprit que tout ce que Léa lui avait dit n'était que mensonge. Dans la salle d'attente, il se sentit écrasé. Il observait Chloé sur son lit, sursautant à chaque entrée, puis feignant de dormir. Il lui caressa les cheveux. « Papa est là », murmura-t-il, la voix brisée. Il réalisa qu'il n'avait jamais été là pour elle. Il revit le sourire de Léa, entendit ses paroles mielleuses, se souvint des mises en garde de Madame Monique qu'il avait balayées d'un revers de main. Il visionna à nouveau la vidéo, les larmes brouillant son regard. Puis il appela son avocat. « Je veux que cette affaire soit traitée immédiatement. » Il demanda à Madame Monique de rester avec Chloé et retourna à l'école. Le directeur et quelques enseignants l'attendaient. Il posa son téléphone sur la table et lança la vidéo. Un silence de mort s'installa. « Combien d'entre vous ont vu et se sont tus ?» demanda-t-il. Un enseignant avoua à voix basse avoir vu Léa humilier Chloé mais avoir eu peur de parler. D'autres échangèrent des regards coupables. Nicolas n'en avait plus que faire. Il quitta la pièce, une rage froide l'envahissant. Sur le parking, il s'assit dans sa voiture, ferma les yeux. Il ne laisserait plus jamais personne faire de mal à sa fille. En démarrant, il vit Léa sortir de l'école, le visage défait. Il ne lui jeta pas un regard et fit demi-tour. Une pluie fine commença à tomber. Le visage de Chloé, fragile mais vivant, lui apparut. C'était tout ce qui comptait. Quelques jours plus tard, Léa se présenta à la grille de la propriété. « Tu as tout mal interprété, Nicolas. » C'était pour son bien. Il la fixa, sans expression. « J'ai vu la vidéo. J'ai entendu les témoignages. As-tu autre chose à ajouter ?» Elle tenta de se justifier. « Assez. » La coupa-t-il. « Tu quittes cette maison. Aujourd'hui. » Il appela son avocat et transmit toutes les preuves à la police. « Je demande le divorce et une ordonnance d'éloignement. » Quelques heures plus tard, Léa était expulsée. La nouvelle fit la une des journaux. Nicolas refusa toutes les interviews et se consacra à sa fille et à la constitution du dossier pénal. Il contacta les parents d'élèves, et, rassuré par sa promesse de protection, plusieurs témoignèrent. L'enquête révéla que Léa avait déjà fait l'objet de plaintes similaires, étouffée par ses relations. Pendant ce temps, Chloé commençait une longue thérapie. Les premières nuits, elle se réveillait en sursaut, mais la présence de son père à ses côtés l'apaisait. Il ne la quitta pas, travaillant depuis sa chambre d'hôpital. Le jour du procès, la salle du tribunal de justice était comble. Les preuves étaient accablantes. Léa fut condamnée à 2 ans de prison et radiée de l'enseignement. L'école présenta des excuses publiques. Nicolas fut salué comme un héros par la presse, mais il ignora les éloges. « Je veux juste que ma fille vive en paix », déclara-t-il. Après la sortie de Chloé de l'hôpital, il changea radicalement de vie. Il confia la gestion de son entreprise à son second et vendit la grande propriété. Un matin, Madame Monique aida Chloé à faire un petit sac. Quand Nicolas lui demanda où elle voulait aller, elle montra le lac au loin. Ils partirent cet après-midi-là dans une voiture modeste, laissant derrière eux la ville et le passé. Le chalet au bord du lac en Savoie devint leur refuge. Nicolas y réapprit les gestes simples du quotidien, cuisiner, faire du thé. Ses premiers essais étaient maladroits, mais le sourire de Chloé les rendait parfaits. Madame Monique s'installa avec eux. Chaque semaine, Chloé voyait une thérapeute dans le village voisin. Lentement, elle recommença à parler, à dessiner. Nicolas comprit que la guérison passait par la présence. Le soir, ils passaient du temps ensemble près de la fenêtre, lui lisant, elle peignant. Un jour, il découvrit un de ses nouveaux dessins, 2 silhouettes sous un ciel radieux, avec cette légende, « Je n'ai plus peur ». Il sut qu'il avait pris la bonne décision. Il créa une fondation pour les enfants traumatisés, qu'il baptisa « Le refuge de Chloé ». Le jour de l'inauguration,
Chloé, à ses côtés, coupa le ruban sous les applaudissements. Leurs vies trouvèrent un nouveau sens. Le chalet accueillait des enfants pour des ateliers d'art. Chloé, apaisée et plus forte, les guidait avec une douceur infinie. Des années plus tard, Chloé, devenue psychologue, poursuivait la mission de la fondation. Invitée à une conférence nationale sur l'éducation, elle raconta son histoire, sans trembler, avec une force qui bouleversa l'auditoire. Chaque enfant mérite d'être regardé avec amour, déclara-t-elle. Dans la salle, Nicolas, les cheveux grisonnants, l'écoutait, les yeux brillants de larmes. Il savait que toutes les erreurs du passé étaient effacées. Ce soir-là, de retour au chalet, ils s'assirent sur le porche, contemplant le lac sous la lune. Le souvenir du reportage qui avait parlé d'eux des années plus tôt lui revint, une photo de deux, main dans la main, sous un soleil éclatant. La lumière de ce souvenir brillait toujours. Dans son atelier, Chloé peignait. Un foyer chaleureux, des enfants riant sur le porche. Nicolas la regarda, ému. « Que peins-tu ? » ?»« Un foyer, répondit-elle. Un endroit où l'on se sent en sécurité. Il comprit qu'elle ne se peignait plus comme une enfant cherchant la lumière, mais comme celle qui était devenue la lumière pour les autres. Ils restèrent là, ensemble, tard dans la nuit. Chloé posa son pinceau. « La lumière ne disparaît jamais, murmura-t-elle. Parfois, il faut juste du temps pour la retrouver. » Nicolas posa une main sur son épaule. Dehors, le vent soufflait, emportant le parfum de la lavande et les rires des enfants. La lumière dorée de l'atelier se mêlait à celle de la lune, une lumière de pardon, d'amour et de renaissance. Et voilà notre histoire du soir. Un parcours de l'ombre à la lumière. Le réveil de Nicolas vous a-t-il ému? Ou le sourire retrouvé de Chloé? Quel personnage vous a le plus marqué? Partagez vos pensées en commentaire. J'aimerais beaucoup échanger avec vous avant de clore cette journée.